Monsieur les modérateurs, mesdames, messieurs, merci. Merci de votre invitation. Je vais parler essentiellement de la formation en chirurgie robotique, qui est un sujet qui est au moins à la mode, en tout cas qui pose question. Une petite remarque, parce que mon prédécesseur avait parlé de la lithiase, le calcul de la vessie, qui est vraiment l'histoire de l'urologie. Vous avez ici une petite gravure, une gravure qui date du XVe siècle en France et qui représente la chirurgie du calcul de la vessie, où le chirurgien faisait à vif, c'est-à-dire que là on a l'anesthésiste, c'est un prêtre qui attend l'inspiration, mais il n'y a pas de produit injecté. Donc on a besoin d'aides qui sont des aides qui sont costauds pour bien tenir le patient pour qu'il ne bouge pas. Et le chirurgien, il incise ici en arrière des testicules et en avant du rectum, et il va avec une petite pince aller chercher le calcul dans la vessie. Vous remarquez que cette opération-là avait été faite pour la première fois sur un patient qui était condamné à mort. Et le roi avait donné l'autorisation d'essayer cette nouvelle opération sur ce patient. Vous remarquez aussi que la salle d'opération est un petit peu particulière. Vous avez ici une croix. En fait, il s'agissait d'un cimetière. Le cimetière Saint-Servin, qui est à Paris, qui n'existe plus. Donc l'opération avait été faite dans un cimetière. Et voyez ici, en bas de l'image, pour le post-opératoire, ils avaient prévu une pioche. Donc vous voyez un petit peu la confiance qu'avaient les chirurgiens dans cette nouvelle technique. Donc voilà l'histoire de l'urologie et de la chirurgie. Depuis, nous avons fait des gros progrès avec la chirurgie ouverte. Une grosse révolution a été la laparoscopie. La laparoscopie, et là aussi, c'est une révolution française, puisque c'est un Français de Lyon, le docteur Mouret, qui, pour la première fois au monde, a fait une cholécystectomie, c'est-à-dire l'ablation de la vésicule biliaire. Et puis maintenant, nous parlons de chirurgie laparoscopique assistée par robot. Il faut bien savoir que le robot, c'est un mauvais mot. Un robot, c'est quelque chose qui sait faire quelque chose tout seul quand c'est programmé. Là, c'est ce qu'on appelle, nous, un pantographe, ce qui servait à dessiner. Lorsque vous dessinez ici avec ce pointeau-là, de façon automatique, ça vous fait quelque chose de plus grand. Le pantographe robotique, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le chirurgien manipule ici les manettes, et à l'intérieur du ventre du patient, ce sont les instruments qui sont télécommandés par le chirurgien. Voici un petit peu ce qui se passe dans un bloc opératoire. Dans un bloc opératoire chirurgical, robotique, vous avez ici le chirurgien qui est à la console et qui manipule les manettes qui vont permettre de faire bouger les instruments. Et vous voyez qu'un petit peu plus loin, donc là, il regarde dans un système optique avec une vision 3D. Un petit peu plus loin, vous avez le patient avec l'infirmière bedside et l'assistant, et le robot ici avec les bras qui sont télécommandés par le chirurgien. Vous voyez les mouvements des bras, parfois un peu impressionnants à l'extérieur, et à l'intérieur, par contre, ce sont des mouvements qui sont très très précis. Et vous avez l'aide qui travaille, lui, sur un écran 2D, donc, et il apporte son assistance au chirurgien. Vous voyez que les instruments, il a un instrument qui est rigide, alors que le chirurgien a des instruments qui sont articulés. C'est la grosse différence avec la chirurgie laparoscopique. Le robot a été inventé fin des années 90. Vous avez ici, en 2000, il y avait 15 robots dans le monde, aux États-Unis. Il y avait 15 robots en Europe, dans cette même année. Vous avez ici le robot de Nancy. Ici, en violet, c'est le robot du professeur Loisance, qu'il avait acquis en 1999. Vous voyez, actuellement, il y a plus de 4000 robots dans le monde. Il y en a 2600 aux États-Unis pour 300 millions d'habitants, alors qu'il y en a moins de 100 en Chine, donc pour une population de 1,4 milliard. Donc vous voyez qu'il y a une marge de progression qui est encore très importante dans ce pays, dans le grand pays qu'est la Chine. La robotique, c'est une chirurgie mini-invasive. Il y a des petites incisions. Vous voyez ici un exemple d'un patient qui a été opéré de la même pathologie au niveau du rein droit, ici avec une grosse cicatrice classique, et au niveau du rein gauche avec les petites cicatrices de mini-invasives. Donc il y a un avantage cosmétique, mais ce n'est pas le seul avantage. Le gros avantage, c'est l'interface du computer avec une démultiplication, c'est-à-dire qu'un mouvement qu'on fait à la console qui est de 5 cm, il fera seulement 1 cm à l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'on gagne énormément en précision. Vous avez aussi une optique avec du 3D. On est en vision 3D grâce à deux caméras tri-CCD. On a une stabilité de l'image et comme ça a été montré tout à l'heure, on peut aussi traiter l'image comme ici en utilisant la fluorescence.
avec à droite ici une image en infrarouge qui montre la vascularisation de la tumeur. Ce qui est important, c'est les 3 degrés de liberté. Vous voyez ces instruments qui se croisent et qui, en endocorporel. Ce croisement, c'est complètement impossible en chirurgie laparoscopique standard. On a aussi une précision extrême des mouvements. Vous avez ici un exemple de chirurgie coronarienne, une anastomose sur l'artère coronaire du cœur, avec, vous voyez, un fil qui est un fil très très fin. Vous avez au-dessus les mouvements qui sont du robot et en bas les mouvements des mains du chirurgien qui sont donc télétransmises au robot et qui permettent de faire quelque chose de très très fin et très précis. Et vous voyez, absolument sans aucun tremblement de la part de la main du chirurgien. Vous voyez le mouvement, voilà le passage du poing et les mouvements des mains en dessous. On a aussi d'autres avantages, comme notamment l'ergonomie. Là, actuellement, robotique dans le monde, c'est Intuitive Surgical. Il y a une seule firme au monde qui fabrique un robot. La question, elle s'appelle Intuitive. La question, est-ce que cette chirurgie robotique est intuitive? Est-ce qu'on a besoin d'un apprentissage? On sait maintenant. Vous avez à gauche la chirurgie pour la prostate, au milieu la chirurgie pour le rectum, et à votre droite la chirurgie pour le ORL, donc la tête et le cou. Et vous avez les courbes d'apprentissage qui montrent bien que, au début de son expérience, un chirurgien a besoin de 5 à 6 fois plus de temps que quand il a acquis son expérience. C'est-à-dire que son expérience a été faite sur le patient, et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et la Haute Autorité de Santé a dit jamais la première fois sur le patient. Que doit apprendre un chirurgien lorsqu'il va faire du robot? Vous voyez qu'il y a vraiment un nouveau paradigme. Le chirurgien est à distance du patient. Il y a un bedside assistant, il y a une infirmière qui est habillée, vous avez une infirmière qui circule autour du patient et vous avez l'anesthésiste. Le chirurgien, il doit apprendre ce qu'on appelle les basic skills, donc les habiletés de base. Habileté de base, c'est savoir utiliser le robot. Comme quand vous conduisez la voiture, il ne faut plus avoir à réfléchir où sont les essuie-glaces, quel mouvement il faut faire pour changer de vitesse, etc. Ensuite, il va apprendre les advanced skills, les habiletés avancées, c'est-à-dire conduire son intervention. Un chirurgien qui a une très grosse expérience en prostatectomie en ouvert, il va progresser beaucoup plus vite, mais il va falloir qu'il apprenne quand même les techniques de base. Et ensuite, il y a quelque chose qui est nouveau, c'est le team training qui est très important pour faire travailler ensemble cette équipe. Quelle habileté est-ce que le chirurgien doit développer? Vous voyez, par exemple, il doit apprendre à utiliser les manettes. Donc ça c'est pas intuitif. Il doit utiliser un débrayage qu'on a sur la petite manette. Ça, c'est pas intuitif. Il a au pied le contrôle de la coagulation monopolaire, bipolaire. Il va contrôler la caméra, il va contrôler le fonctionnement du 4e bras. Ça, ce n'est pas intuitif. Il faut apprendre à utiliser cette machine. Nous avons développé donc en France un diplôme universitaire qui est basé avant tout sur la simulation. Vous avez ce type de simulateur qui ressemble vraiment à la console du robot, au niveau de l'optique, au niveau de la manette, des commandes, au niveau des pédales. Et donc, vous voyez l'installation avec plusieurs simulateurs et les chirurgiens viennent apprendre ensemble dans ce centre. Et ils apprennent sur des exercices simulés à utiliser la machine avant d'aller travailler sur le patient. Vous avez toute une sorte d'exercices qui ont été développés pour développer ces habiletés du chirurgien. Ensuite, on le fait travailler au dry lab, c'est-à-dire le laboratoire sec. On travaille avec le vrai robot, mais on travaille sur des objets inanimés. On ne travaille pas encore sur l'animal. Et ensuite seulement, quand le chirurgien sait travailler à peu près, sait utiliser, qu'il a montré qu'il savait utiliser la machine, à ce moment-là, on va travailler sur le cochon ou sur du cadavre pour certaines interventions. Voilà, la formation, elle est très progressive, avec du e-learning, de la simulation, de la microchirurgie, du dry lab, wet lab et du team training. Ceci permet de donner une espèce de permis de conduire. Vous voyez que on met le A que vous connaissez sur la voiture quand le chirurgien sait l'utiliser de façon à peu près correcte. Une question, c'est combien de temps est-ce que dure cette formation? Lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, vous voyez que pour apprendre la voiture, conduire une voiture, il faut 20 heures. Pour apprendre à piloter un avion, il faut 45 heures. La formation pour le robot, c'est également 45-46 heures. Ensuite, qui est chargé de l'appréciation, de l'évaluation des chirurgiens?
On peut là aussi établir un comparatif avec la voiture. Au début du XXe siècle, c'était les firmes Renault, Citroën, etc., qui apprenaient aux conducteurs à utiliser, à utiliser cette machine. Donc, mais depuis, il y a des écoles de conduite. Depuis, on établit des permis de conduire. Et donc ça, c'est quelque chose d'officiel qui est international. Actuellement, en chirurgie robotique, c'est le fabricant du robot qui fait l'apprentissage et c'est lui qui donne le diplôme. Donc là, il est temps que ça change et que les sociétés savantes, les universités prennent en main cette formation et l'établissement des diplômes. Et là, il y a non seulement des règles françaises, mais internationales, peut-être chinoises, à établir ensemble. La robotique est là pour rester. Quand on voit aux États-Unis l'évolution de 15 à plus de 2500 robots, en Europe de 15 à 650, ce qu'on attend, c'est des compétiteurs et une diminution du coût. Vous avez un certain nombre de firmes qui s'intéressent à ça, comme Google, comme Medtronic, comme Kawasaki. Je sais qu'en Chine, il y a une école à Tianjin, il y a à Harbin. On travaille sur un robot qui serait développé et qui serait diffusé en Chine et peut-être dans le monde. Donc vous avez probablement plus d'informations que je n'en ai, moi, depuis notre Europe. L'apprentissage en plusieurs étapes, mais il faut bien... Ce qui est très important, c'est l'apprentissage de base, qui est trop souvent négligé, et notamment par la société qui commercialise le robot actuellement. L'évaluation, elle doit être faite par des sociétés savantes et par des universités. Et il y a des standards internationaux à établir. Et c'est certainement notre rôle, au cours de communication comme ceci, de discuter de ce genre de problème. Une petite photo sur la place Stanislas de Nancy, que je vous invite tous à venir visiter un de ces jours. Peut-être aurons-nous l'occasion d'organiser une conférence là-bas. Merci bien.